Bonjour à tous. Je suis Mohamed Ker, Solution Engineer chez SingleStore. Et aujourd'hui, dans notre session, on va évoquer la partie AI-Driven Insight. Particulièrement, on va s'intéresser aux recommandations produits. Et dans cette session, nous allons évoquer une certaine combinaison de produits, des technologies qui vont permettre de fournir des recommandations produits, comme on va voir dans la démo. Mais avant d'aller vers la démonstration live, nous allons évoquer les concepts des recommandations produits de manière générale et comment les large language models vont permettre de révolutionner, de moderniser ces mécanismes qui étaient assez lourds à développer, à maintenir, à faire évoluer. Donc, avant d'évoquer le détail de notre démonstration, aujourd'hui, nous allons introduire de manière générale ce que sont les recommandations produits. Donc, les recommandations produits ne sont, de manière générale, si je dois le définir, nous disposons d'un catalogue d'objets, que ça peut être des produits à vendre, ça peut être des articles à lire, ça peut être des contacts avec qui on peut se connecter pour développer son réseau, comme ça peut être des profils ou des offres d'emploi. Donc on dispose d'un catalogue et on veut présenter le meilleur de ce catalogue, du moins le plus pertinent pour l'utilisateur avec qui on interagit. On voit très bien que ces moteurs de recommandation actuellement sont devenus des différenciateurs pour différents acteurs. Donc, quand on regarde dans le domaine du retail, si je navigue sur une plateforme e-commerce et que je dispose des meilleures recommandations, mon expérience utilisateur est agréable et donc je peux, par exemple, trouver plus facilement le produit à acheter et donc je peux passer moins de temps à chercher le produit et peut-être je vais quitter le parcours sur ce site e-commerce pour aller chez un concurrent parce que je vais estimer que je ne l'ai pas trouvé. Dans le domaine de ressources humaines, c'est un domaine qui s'est assez développé ou différencié grâce à la technologie également. Donc on a vu LinkedIn, c'est un meilleur exemple. On a des offres d'emploi très pertinentes par rapport à un profil, comme on peut aussi trouver des profils par rapport à une offre d'emploi. Et socialement, donc, on peut aussi trouver les contacts qui ont les mêmes points d'intérêt que moi, ou qui partagent les points d'intérêt d'une autre personne ou parce qu'on a aimé un article en commun. Donc, il y a différents usages de ces technologies, des recommandations produits. En revanche, la mise en place de ces technologies, jusqu'à récemment, été limitée à la mise en place de règles métiers qu'il fallait faire évoluer, qu'il fallait maintenir. Et donc, le cycle de développement et le time to market était assez long pour faire évoluer ce type de solution. Dans la partie suivante, donc, on va voir comment un LLM peut aider à améliorer la qualité des recommandations, mais aussi comment aider à rendre ces applications de recommandations produits réalisables facilement. Donc, on sait très bien que, par exemple, si on va demander à ChatGPT, je m'intéresse à tels objets, est-ce que vous pouvez me proposer des recommandations? On va peut-être avoir une réponse, mais ce n'est pas une réponse pertinente parce que OpenAI ou les large language models ne connaissent pas le catalogue produit de ma boutique, de la boutique du vendeur du moins. Et donc, la réponse va être générique. En revanche, si on pose la question à une base de données, on connaît la base de données contient le référentiel produit, contient l'information sur les utilisateurs qui sont actuellement en train d'interagir avec l'application, donc ils ont une meilleure connaissance de contexte. En revanche, les bases de données n'ont pas un moteur de recommandation, donc ils ne peuvent pas imaginer quel est le next produit, quel est le prochain produit à acheter ou le prochain article à lire, et ainsi de suite. Donc, l'idée venue de là, c'est qu'on a deux mondes. On a les technologies des large language models qui ont la possibilité de proposer des recommandations en langage naturel, mais parfois aussi de manière assez pertinente, mais ils n'ont pas le contexte de l'entreprise qui est interne. Et on a les bases de données de l'autre côté qui ont cette connaissance, mais qui n'ont pas la possibilité d'imaginer ou de proposer le prochain produit à acheter ou à promouvoir.
Donc, une combinaison des deux, ici, a tout son sens, parce qu'on va utiliser l'LLM par rapport à sa connaissance élargie et sa capacité de proposer des produits sans avoir la connaissance du catalogue. Et on va fournir le contexte à l'LLM à partir d'une base de données vectorielle qui a la possibilité de combiner des fonctionnalités de recherche sémantique et recherche hybride pour à la fois proposer le contexte et le fournir à l'LLM. Et à partir de ce contexte, nous allons avoir des réponses combinant un contexte et une connaissance élargie. Donc, on va avoir des réponses pertinentes et basées par rapport à un catalogue défini. Ça ressemble beaucoup, ce que je viens de décrire, à une architecture RAG, Retrieval Augmented Generation, mais ce que vous allez voir, ce qu'on va faire dans la démo aujourd'hui, c'est un peu un dérivé de RAG, ce n'est pas exactement du RAG. Mais ça va être des concepts assez simples. Je vais vous partager quelques idées d'implémentation, comment on l'a fait, et vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Mais avant de passer à la démo, je vais juste présenter qu'est-ce que nous allons voir comme type de recherche. Donc, nous allons avoir dans notre démonstration aujourd'hui une boutique en ligne qui s'appelle Single Store. Donc, c'est une boutique en ligne virtuelle qui n'existe pas. Donc, c'est juste pour le besoin de la démo qu'on a développé cette petite application. Et donc, on va faire des recherches. La première chose qu'on va faire, c'est une recherche sémantique. Donc, quand on va saisir un texte pour rechercher un produit, nous n'allons pas faire une recherche par mots-clés. En revanche, on va faire une recherche sémantique, c'est-à-dire par rapport à... On va convertir la question en vecteur, le produit ou la recherche en vecteur, et on fera une recherche sémantique. Donc une recherche qui va être tolérante à un certain nombre d'aspects comme l'erreur de saisie de frappe, et on va avoir la puissance des vecteurs matérialisés ici pour nous proposer les bons produits. Le deuxième type de recherche qu'on va faire, c'est la complétion d'un panier. Donc, dans la démo, je vais ajouter des produits au panier et je vais demander à la combinaison de la base de données qui a le contexte et qui a le catalogue et d'un LLM qui sera ici OpenAI, et je vais leur demander de me proposer, de comprendre ce que je suis en train de construire dans mon panier, pourquoi je le fais, et me proposer des produits complémentaires que je peux ajouter dans mon panier. Ensuite, vu qu'on a une base de données qui a une certaine connaissance du contexte de l'entreprise, donc de la boutique, mais aussi du contexte de l'historique des commandes. Donc, on va avoir, par exemple, l'historique des commandes dans la boutique, l'historique de navigation. Donc, on va pouvoir bénéficier. Donc là, ça sera un autre type de recherche qu'on va faire ou de type de recommandation. C'est qu'on va utiliser les produits qui sont dans le panier pour aller recommander des produits similaires qui ont été commandés dans le passé. Et l'autre fonctionnalité, ça va utiliser tout simplement l'aspect analytique. Donc, une base de données qui a un contexte, elle a la capacité de faire des recherches vectorielles, ça c'est très bien, mais c'est encore mieux si on a la possibilité de faire de l'analytique sur des données historiques. Donc, on va pouvoir, par exemple, proposer des produits qui ont été consultés, quand un utilisateur a ajouté le produit dans le panier. Et donc, ça va permettre de consolider les usages de recherche sémantique et l'aspect analytique qui sont aujourd'hui dans beaucoup d'architectures silotées dans différents systèmes de bases de données. Et la dernière, c'est une version, on va dire, bêta d'un personal shopper. Donc là, on va utiliser OpenAI pour nous recommander, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de construire grâce au panier. Donc au début, c'est la complétion de panier. Et ici, dans ce personal shopper, c'est une complétion de panier, mais aussi une explication pourquoi le personal shopper nous recommande ces produits. Pour vous illustrer un peu quelques chiffres concernant le catalogue qu'on va avoir environ 4000 produits. Ça reste un chiffre d'un catalogue de taille moyenne. On va avoir un historique de plus d'1 million de commandes qu'on va utiliser, par exemple, pour proposer, quand quelqu'un ajoute un produit dans un panier, on va proposer les produits qui ont été commandés en même temps que celui dans le panier.
Et les impressions, c'est toutes les pages dans ma boutique e-commerce qui ont été consultées quand un utilisateur a commandé les produits dans le panier. Donc là, on n'a pas forcément acheté, mais il y a un intérêt pour ces produits similaires qui ont été manifestés dans le passé. Donc, on va aussi compléter cette recommandation par rapport à ces données. Et là, on va avoir des données très volumineuses. Donc là, c'est tout le clickstream analysis qu'on va stocker dans des bases de données analytiques. Donc ici, ce qui est important, c'est qu'on va faire tous ces types de recommandations, que ce soit des requêtes qui utilisent des fonctionnalités vectorielles. Ça va être des requêtes qui vont utiliser des fonctionnalités analytiques sur des données historiques. Tout cela, ça va se faire de manière centralisée sur une seule base de données qui s'appelle Single Store, en un seul mot, pour le coup ici. C'est le nom de la base de données. Et on va pouvoir simplifier l'architecture de ces applications, donc, dans le sens où on va avoir un seul interlocuteur pour l'application et non pas plusieurs. Donc ici, c'est un schéma d'architecture de notre app. À gauche, vous voyez, on a le business data. Donc ça, c'est toute la donnée qui est la propriété de l'entreprise et qui évolue au sein de l'entreprise, qu'on ne peut pas retrouver publiquement dans Internet ou dans le domaine public. Lors du chargement, donc ça c'est la partie que j'ai fait en amont avant cette session, c'est la partie chargement. Donc dans mon single store ici, j'ai déjà généré les embeddings de mon catalogue produit, de mon référentiel. Évidemment, on n'a pas pris toutes les métadonnées d'un produit, le prix, les allergènes et ainsi de suite. On a pris quelques données clés, le titre, la description. Et nous avons enregistré à la fois le catalogue produit, son équivalent en embedding, et on a aussi enregistré les données analytiques sans avoir à les vectoriser. Ensuite, donc la partie application, c'est ce qu'on va voir par la suite. C'est là où on va avoir des interrogations, donc on va interagir avec la boutique et on va pouvoir à la volée communiquer avec OpenAI pour convertir les questions ou les données d'entrée en embeddings. Ensuite, on va demander à Single Store de nous trouver les meilleurs matchs. Et les meilleurs matchs selon les méthodologies que je viens d'expliquer. Donc, avant de passer à la suite, je vous propose qu'on évoque la démo. Donc ici, ça c'est une interface qui a été développée pour la démo. Donc vous la voyez très basique. L'objectif ici, c'est de vous montrer comment ça devient très simple de construire un moteur de recommandation à partir d'une base de données qui a le contexte et un LLM qui a une capacité de produire des recommandations de produits. Donc ici, je vais commencer par faire une recherche, par exemple Pancake. Donc ici, vous voyez, donc volontairement, j'ai fait une erreur de frappe et vous voyez que j'ai des produits. Donc ça, pour l'instant, on est dans la simple recherche. Sauf que cette recherche n'a pas utilisé les fonctionnalités mots-clés. Donc ce n'est pas une recherche plein texte, c'est une recherche vectorielle. Et juste pour la détailler rapidement, pour illustrer un peu ce qu'on a fait ici. Donc vous voyez, donc ici j'ai l'input, donc ce que j'ai saisi dans l'interface. Je vais demander à OpenAI de me le convertir en utilisant, de me générer l'embedding en utilisant ces modèles, donc le text embedding ADA2. C'est important que, donc juste pour l'information, c'est le même modèle qui a été utilisé pour charger le catalogue produit et générer son embedding, donc pour que les dimensions des vecteurs soient les mêmes. Ensuite, je fais une recherche dans la base de données. C'est une fonction .product, donc c'est une recherche sémantique qui va trouver la similarité entre le vecteur de ma donnée d'entrée, de ma recherche, et tous les vecteurs de mon référentiel produit. Donc ça va permettre de tout simplement fournir la liste produit dans le catalogue qui matche ma recherche, mais en utilisant la recherche sémantique. Continuons, donc on va essayer d'ajouter un produit. Donc là, j'ai ajouté ce produit Azure Bucket Pancake.
Ensuite, je vais commencer à demander. Donc là, pour la démo, je le fais pas à pas, mais vous imaginez que ça peut être fait de manière automatique dans un monde réel. Et donc ici, si je commence la première méthode de recommandation. Donc je demande à l'LLM de me proposer d'autres produits par rapport à ce que je viens d'ajouter dans mon panier. Par exemple, avec un panier, je vais ajouter un sirop d'érable. De la confiture. Et du bacon. Donc, on est peut-être dans le thème du petit déjeuner. Donc là, on a des recommandations par rapport à tout ce que j'ai dans mon panier. Donc à chaque fois que j'ajoute un produit dans mon panier, c'est tout mon panier qui est utilisé pour me recommander la suite. Donc là, on voit qu'on a des ingrédients qui complètent mon panier pour, typiquement ici, on est dans le thème d'un petit déjeuner. Et pour le petit détail technique du comment, donc là, on va utiliser le LLM GPT 3.5 Turbo. Donc on n'est pas encore dans le GPT-4, mais on va l'utiliser pour la dernière méthode. Et là, en fait, on ajoute un prompt, on ajoute des instructions. Ce qu'on fait, en fait, c'est on indique à l'LLM l'instruction suivante. Un utilisateur a ajouté une liste de produits. Qu'est-ce que tu peux nous proposer pour compléter son panier? Et donc, l'LLM va nous fournir des réponses. Et vous imaginez bien que les réponses, ça va être un sirop d'érable, ça va être des mots-clés. ChatGPT n'a pas la référence produit dans le catalogue de la boutique. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer, obtenir la réponse de ChatGPT, générer les embeddings de ces produits, de ces suggestions, et ensuite refaire la recherche vectorielle dans SingleStore pour obtenir les produits qui matchent les recommandations fournies par LLM. Donc là, on voit qu'on a l'LLM qui a la possibilité d'imaginer la suite, mais il n'a pas la connaissance du catalogue produit, et la base de données qui va compléter le panier par rapport aux suggestions de l'LLM. Et là, pareil, on va utiliser la fonction .product qui va permettre de faire la recherche sémantique dans la base. On va continuer avec d'autres types de recommandations. Donc, si je cherche une laitue, on va changer un peu. Donc, si j'ajoute un produit, et ici, dans les deux sections suivantes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser principalement les fonctionnalités d'analytique de la base de données. Donc, on ne va pas faire des recommandations en utilisant OpenAI ou l'LLM, mais on va utiliser principalement les clients qui ont acheté la salade, qu'est-ce qu'ils ont acheté d'autre? Et donc là, on a cette connaissance qui est une mine d'informations qui peut être exploitée. Et souvent, les paniers d'utilisateurs peuvent avoir un certain sens. Donc ici, les clients qui ont acheté la salade ont aussi commandé du concombre. Ils ont aussi commandé de la tomate. Et là, on voit quand même il y a une cohérence en termes de composition du panier. Donc, on est dans le thème de la salade. Et ça, c'est parce que ça a été le plus fréquemment commandé ensemble. De la même manière, on va utiliser... je vais chercher chocolat. Je vais éviter le panier d'abord. Donc là, on va utiliser non pas l'historique des commandes, mais là, on va utiliser l'historique de navigation. Donc les utilisateurs qui ont acheté cette barre de chocolat ont aussi consulté d'autres produits. Et donc là, on exploite cette donnée qui est une mine d'informations. Donc on n'a plus besoin d'aller traiter les données d'historique de navigation pour en sortir des règles métiers, pour générer des règles implémentées côté front, côté applicatif, pour dire que quand un utilisateur saisit cela, on lui propose, on lui promeut d'autres.
Bien sûr, il y a toujours le concept de promotion dans le monde du commerce, mais effectivement, dans le domaine de la recommandation, on peut très bien simplifier les process en utilisant la donnée qui est une mine d'informations. Et l'avant-dernier élément de la démo, c'est le personal shopper. Donc là, je vais prendre Spaghetti, par exemple. On va prendre les spaghettis par là. Et là, je vais demander au personal shopper de me proposer, donc d'abord d'essayer de comprendre ce que je suis en train de faire et de me proposer d'autres ingrédients. Donc ici, avant de voir le résultat, j'aimerais vous partager l'API ou l'instruction. Donc ici, ce qu'on dit dans l'instruction, elle est un peu différente. Donc, pour info, on utilise GPT-4 pour cette fonctionnalité, pour bénéficier de la puissance de ce modèle. Et ici, on dit qu'un utilisateur a ajouté des produits pour d'une bonne raison, et on souhaite avoir 4 recommandations, 4 lignes. La première, c'est la compréhension du propos du panier sous la forme d'une question. La deuxième, c'est une suggestion. Est-ce que vous prévoyez de faire ceci ou cela? Et par la suite, on va proposer des produits. Donc là, principalement, c'est un prompt qui a été tout simplement modifié par rapport à ce qu'on a fait dans la toute première étape, la première recommandation. En changeant l'instruction, on va pouvoir changer aussi la nature des recommandations. Et là, pour voir le résultat, donc là, are you planning to prepare a pasta meal? J'ai ajouté des spaghettis, ça a du sens. Et essaye d'ajouter d'autres produits. Donc si j'ajoute du parmesan, l'huile d'olive, donc à chaque fois, il affine, le LLM affine le propos de la recommandation, où il essaie d'imaginer ce qu'on essaie de faire et de proposer. J'ai aussi la possibilité de dire que je préfère une autre recommandation, et ainsi de suite. Je peux avoir d'autres types de produits. Donc là, c'est particulièrement intéressant parce qu'on sait très bien, par exemple, qu'une boutique, par exemple en ligne, ne peut pas imaginer toutes les combinaisons, des intérêts possibles. Donc un LLM, il a cette compréhension globale pour proposer des produits. Le dernier type de recommandation que je vais vous présenter aujourd'hui, et là aussi on utilise GPT-4 pour ce besoin. Ici, on va fournir une recette ou un plat, un nom d'un plat, et on obtient les produits qui sont nécessaires pour composer ce plat. Donc je vais rester toujours sur spaghetti pour ne pas trop changer. Donc là, on voit que GPT-4, c'est un peu plus lent. Et donc là, on voit qu'on a des recommandations pour des produits, pardon, pour composer ce plat. Si je demande pizza au thon, tout simplement, voilà. Donc là, on va avoir la pâte à pizza, on va avoir le thon, on va avoir la sauce tomate et ainsi de suite. Donc tout ça, ça permet d'illustrer la simplicité. Donc ça, c'est comme vous le voyez, chaque fonction fait un certain nombre de lignes de code. Donc c'est pas assez compliqué. C'est des mécanismes assez simples. Ça permet de combiner, d'utiliser chaque outil pour la force qu'il présente. Donc pour résumer, donc là, ici, on va rappeler que les recommandations sont des domaines. Peut-être que vous n'êtes pas tous dans le domaine du retail ou de la vente du détail, mais en revanche, comme on l'a vu en introduction, on peut avoir ce besoin pour tout type d'objet dont on dispose dans un catalogue. On sait aussi que le coût d'entraînement des LLM, si on souhaite internaliser la connaissance et la maîtrise des recommandations d'un large language model en interne, c'est très coûteux.
premièrement. Et deuxièmement, c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement parce que la donnée dans l'entreprise évolue et les résultats peuvent parfois ne pas être au rendez-vous. Ensuite, une base de données, ça c'est un point aussi très important. Comme vous l'avez vu, dans ma démo, j'utilise une petite instance de SingleStore qui contient des centaines de millions de lignes d'enregistrement pour l'historique de navigation, pour l'historique des commandes, mais aussi qui contient un catalogue produit. Donc tout ça au sein du même endroit, d'un point de vue développeur, donc expérience développeur, c'est un avantage et un atout qui va permettre aux développeurs de simplifier l'application. Donc il n'a plus à aller faire de la recherche sémantique sur une base de données vectorielle spécifique qui fait que de la recherche sémantique, un autre référentiel produit qui est dans un autre data store et peut-être aussi les données historiques de navigation et de commandes qui sont aussi dans un autre data store. Donc ça permet d'éliminer un certain nombre de mouvements de données entre des silos qui ont été indépendants et on va pouvoir tirer la puissance d'une base de données complète qui va fournir toutes ces fonctionnalités ensemble. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on a encore du temps pour les parcourir. Et sinon, nous sommes au stand B9 au niveau 1, c'est l'entreprise SingleStore. Merci. Dans le vectoriel, quelles sont les autres applications avec lesquelles vous avez pu travailler? Sur l'usage vectoriel, la question était quels sont les autres cas d'usage sur lesquels on utilise en dehors sur l'aspect vectoriel. Donc là, on va voir le premier cas d'usage qui revient le plus souvent, c'est le cas d'usage d'une architecture RAG, dans le sens où on a un référentiel documentaire. Donc là, pour le coup, ici, on parle d'une GED, par exemple, des notices produits, des documents qui sont enregistrés, et on souhaite communiquer avec les documents, donc poser des questions à nos documents. Donc ça, c'est un cas d'usage très courant qui nécessite l'usage des LLM. Donc le processus est le même, on vectorise les documents et puis on fournit le contexte selon la question. Donc la question nous permet de faire une recherche sémantique sur le catalogue, sur le référentiel documentaire. Avec la recherche sémantique, on obtient le contexte pertinent. Ce qu'il faut savoir, je pense que c'est assez courant, c'est qu'un LLM a une fenêtre contextuelle limitée. Donc l'idée, ce n'est pas de fournir le maximum de données pour rentrer dans cette fenêtre, c'est de fournir le contexte le plus pertinent qui va permettre à l'LLM de répondre à la question. L'LLM a bien sûr sa connaissance, sa base de connaissances indépendante, mais on peut influencer sa réponse en lui fournissant des données qui ne sont pas publiques et qui sont à la propriété de l'entreprise. Et en termes de gestion de la privacy, donc comment avec nos clients on gère cet aspect, donc on travaille soit avec des données qui ne sont pas confidentielles ou réglementées. Et donc là, on travaille avec les large language models qui sont cloud hosted, donc sur le cloud. Et on travaille aussi avec Ollama sur des LLM self-hosted, donc chez les clients. Sachant que SingleStore est disponible dans les deux modes. Il est disponible dans l'offre cloud et l'offre self-managed qui permet de s'adapter selon les cas d'usage, selon la confidentialité, l'exigence en termes de confidentialité. Il y a des cas d'usage aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, qui ne peuvent pas aller dans le cloud encore parce qu'on est sur un domaine militaire ou sur un domaine assez réglementé. Oui ?
Alors, c'est une très bonne question. La question était, je répète parce que je pense qu'on n'entend pas dans toute la salle. La question est pourquoi le choix de moteur de recommandation a été fait, a porté sur le choix d'un LLM et une base de données et pas d'utiliser les moteurs de recommandation classiques ou qu'on utilise de manière traditionnelle. Première réponse à cette question, c'est la simplicité d'implémentation. Donc, en quelques lignes, donc on a une base de données, on a un prompt à customiser, et on façonne différemment le type de recommandation qu'on obtient en sortie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est souvent, les méthodologies de recommandation nécessitent un pré-entraînement, nécessitent une connaissance métier. Il y a des équipes dans les entreprises qui sont dédiées à choisir la bonne règle de gestion, la bonne règle métier, pour dire que quand je recherche café, voilà les autres produits qui doivent être recommandés. Quand je cherche prise électrique, voilà ce que je dois compléter. Parce qu'avec une prise, il y a d'autres accessoires qui vont avec. Donc, c'est toute cette connaissance aujourd'hui qui est détenue par quelques éléments dans l'entreprise qui ont les subject matter experts, qui ont la maîtrise de leur catalogue. Donc, ils doivent travailler, adapter, parce que les pratiques de recommandation évoluent selon le comportement des utilisateurs et donc et selon les tendances et les moments. Donc l'idée de combiner ces deux technologies, c'est de pouvoir simplifier le time to value quand on a besoin de faire évoluer ces algorithmes. Donc là, tout simplement, on change. Le catalogue produit ne change pas, c'est l'instruction, donc c'est le prompt engineering principalement, qui est en action dans cette méthode. Oui, je t'en prie. Ma question, c'est quand vous avez apporté 200 millions de lignes d'interaction, derrière vous en serviez pour faire des recommandations, sans forcément compris, est-ce que vous passiez par un modèle intermédiaire pour identifier les données pour quelque chose d'exploitable, ou est-ce qu'à chaque requête, vous faites, je sais pas, un système d'indexation pour parcourir, mêlant quantité de données, et est-ce que c'est vous qui mettez le métier nécessaire pour savoir comment on traite ces données pour en sortir des recommandations intéressantes et performantes, parce que derrière, c'est effectivement performant. Absolument. Très bien, je vais juste répéter la question avec le micro. Donc, la question est, lorsqu'on utilise les recommandations en se basant sur l'historique, donc les données analytiques, est-ce que ces données sont intégrées dans Single Store au format de la donnée existant ou on utilise un mécanisme de compression? La deuxième partie de la question, c'est comment on interroge ces données. Est-ce qu'il y a un modèle? Il y a une adaptation de la data, une transformation de la donnée, si j'ai bien compris, avant de l'interroger, on l'interroge à l'état brut. Et les traitements qu'on en fait. En effet, donc je vais revenir sur, parce que je pense que une petite requête, je pense que vous êtes familier avec du SQL, ça permet de mieux illustrer l'explication. Donc en effet, donc la recherche sur l'historique, donc elle se fait en mode SQL. Donc la donnée, elle est enregistrée dans Single Store au format relationnel. Donc c'est une table qui contient des colonnes. Là, on regarde l'historique de navigation, la page source et la page et aussi le product. Donc ça, c'est le from et ça, c'est le product ID. Donc l'idée, c'est tout simplement faire le minimum de transformation. Donc c'est une table assez simple. Produit, j'ai atterri à partir d'une table. Et donc l'idée, c'est de construire une requête SQL. On sait très bien, on connaît la puissance du SQL pour s'adapter à différents formats, aux différentes structures de données. Donc ici, pour répondre clairement à la question, on ingère les données depuis un système d'achat ou de commande à l'état brut, donc, qui est tout simplement des lignes et des colonnes, et on l'ingère tel que dans Single Store. Donc il n'y a pas de transformation. Dans Single Store, en interne, donc quand on ingère les 200 millions de lignes, Single Store, automatiquement, derrière les coulisses, on va dire de manière native, va compresser cette donnée avant de l'enregistrer.
comment on interroge ces données de manière assez rapide? Effectivement, il existe des index. Par exemple, quand je fais une recherche qui filtre sur le product ID, le product ID, ça doit être un index quelque part pour accélérer la recherche par ID, par exemple. Il y a des mécanismes, sans rentrer dans les détails techniques ici, il y a des mécanismes de clés de sharding, de clés de tri, avant d'arriver à créer un index. Et souvent, c'est bien suffisant. Et les index, on les crée dans un second temps pour accélérer les requêtes. Je vous en prie. Yeah. Now, yeah. C'est un bon point. J'ajouterais juste que si vous souhaitez explorer SingleStore, il existe une version gratuite de la base de données. Donc, dans le cloud, si vous allez sur le site singlestore.com, je peux y aller. Vous avez un bouton Try it free et donc vous avez la possibilité de créer une base de données SingleStore en quelques clics. Et cette base de données est gratuite pour toujours, donc avec quelques limitations. Donc on a des limites sur le nombre de tables à créer dans la version gratuite. Et vous avez la possibilité de passer à la version payante selon la puissance de calcul dont vous avez besoin. Donc SingleStore fournit différentes tailles de workspace, on les appelle workspace, c'est des unités de compute qui se mesurent en taille de CPU et de mémoire. Et donc, selon les besoins, la performance souhaitée, la volumétrie à ingérer, vous allez vouloir choisir une taille plutôt qu'une autre. Et plus important, c'est que la version gratuite, elle est limitée en termes de nombre de tables. Donc, vous pouvez ajouter beaucoup de tables, toujours gratuites, mais c'est limité en termes de nombre. Mais pour un cas d'usage RAG, c'est largement suffisant, parce qu'en général, dans cette démo, j'ai dû utiliser 4 ou 5 tables au maximum. Ouais. Un autre point si vous êtes intéressé pour un démarrage rapide, donc on a ce qu'on appelle Single Store Spaces. Donc c'est un espace dans lequel on partage régulièrement des démos et des notebooks. Si vous êtes familier avec les notebooks, si vous n'êtes pas familier avec les notebooks, c'est des modules en Python qui combinent une certaine logique ordonnancée qui va vous permettre de dérouler la démo sans avoir à développer. Et donc là, par exemple, si je fais image matching with SQL, donc tout simplement, donc là, j'ai le notebook au format web page. Et si vous voulez le tester, vous faites Try it now, il va vous amener vers la page du portail et vous pouvez l'exécuter en déroulant les étapes. Donc là, vous voyez, c'est du code Python qui est proposé. Donc l'idée ici, par exemple, dans cette démo, c'est de pouvoir vectoriser une base de connaissances d'images et faire des recherches par des images. Donc ça peut être, il y a beaucoup de cas d'usage où c'est très utile pour faire de la recherche sans avoir besoin d'un LLM. Typiquement ici, dans cette démo, on utilise uniquement les fonctionnalités sémantiques et vectorielles de la base de données sans utiliser un LLM externe. Et vous pouvez trouver d'autres cas d'usage, par exemple, pour se rapprocher à ce qu'on a vu aujourd'hui, donc c'est l'IT Threat Detection. Donc là, on a part 1, part 3, part 1 jusqu'à 3. L'idée, c'est aussi de vous proposer différents cas d'usage où l'aspect vectoriel et l'aspect LLM ensemble permettent de répondre à des problématiques complexes avec une seule data source qui contient la source de vérité et qui va permettre d'agir très rapidement.
Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.